BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. 15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 18h avec une séquence encore très politique pour les marchés. On va très largement en parler avec Raphaël Gallardo qui va nous accompagner pour cette première demi-heure en plateau, stratégiste de Natixis Asset Management. Raphaël, bonjour. Bonjour Grégoire. Des sujets politiques, on n'en manque pas. Les banques centrales, bien sûr, avec la Banque Centrale Européenne dans le viseur immédiat des investisseurs et la réunion qui est prévue ce jeudi, qu'on suivra ensemble sur BFM Business dans Intégral Bourse. Le pétrole également qui marque une pause après 4-5 jours de rallye suite à l'accord trouvé la semaine dernière à Vienne au sein de l'OPEP. On rentre dans le dur désormais puisqu'une réunion est prévue entre les membres OPEP et non-OPEP ce samedi, le 10 décembre, pour rentrer dans le détail de qui va couper quoi et rentrer dans la réalité de la baisse de production qui a été signée entre les pays producteurs. Le pétrole qui reflue d'environ 2% cet après-midi, et puis quelques sujets spécifiques aux entreprises du secteur de la santé, notamment Sanofi qui rentre dans la bataille pour tenter de mettre la main sur la biotech suisse Actelion. On va vous donner les infos clés dans un instant. Et puis Genfit, l'une des biotech phares du secteur français, qui s'envole aujourd'hui avec de nouvelles rumeurs. Le groupe envisage un certain nombre d'options pour son avenir. Là aussi, on vous redonne les quelques infos clés dans un instant. Raphaël, merci d'être avec nous. On sera en duplex dans un instant avec Antoine à la Bourse de Paris. Mais d'abord, Frédéric Rosier qui nous accompagne par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, bonjour. Séquence politique encore chargée. On suit les développements évidemment en Italie. Il y avait la première conférence de presse de Michel Barnier en tant que négociateur en chef du Brexit. A-t-on trouvé une position commune au sein de l'Union européenne face à Londres? Il y a évidemment les sujets autour de l'Allemagne, puisqu'Angela Merkel lance officiellement son parti, la CDU, dans la bataille des législatives 2017 aujourd'hui. Séquence politique encore chargée. Pour autant, on n'a pas l'impression que ça impressionne beaucoup les marchés. Ça fait quelque temps que ça dure, Frédéric. Oui, tellement mineur par rapport aux épisodes qu'on vient de connaître, honnêtement, après le Brexit, après l'élection de M. Trump, après le référendum italien. Je dirais que c'est quelque part des péripéties aujourd'hui sur le marché, qui agitent effectivement sur des micro-mouvements en intraday, mais finalement on a une tendance qui s'installe. On avait souligné depuis quelques semaines une barrière à 4600 points sur le CAC. Clairement, à force de taper dessus, on peut se poser la question si peut-être à la faveur d'une BCE, on va pas définitivement franchir cette barrière à la hausse. Donc c'est vrai qu'il y a des thématiques aujourd'hui qui portent le marché. Société Générale et les banques italiennes d'ailleurs entraînent le marché. Société Générale profite notamment d'une très belle note de Morgan Stanley qui pousse la banque française sur des niveaux relativement élevés. On est aujourd'hui au-dessus des 43 €. Et on a également le cas sur les banques italiennes, malgré l'incertitude qui reste quand même persistante sur la Montepaschi, notamment des discussions avec la Banque Centrale Européenne. Donc il y a quelques incertitudes, mais on a l'impression que le marché est quand même aujourd'hui assez bien orienté. On l'a vu, on avait quand même les plus gros points d'indice qui ont pesé sur la tendance en début de journée, à savoir Sanofi et Total, pour différentes raisons. Total pour notamment le pétrole, qui, on l'a dit depuis des semaines et des semaines, mais $55, c'est déjà bien payé, et quelque part c'est aussi une barrière assez importante sur le Brent. Et Sanofi, sur cette rumeur effectivement d'acquisition d'Actelion, il faut redonner les chiffres, puisqu'Actelion ça pèse de 22 milliards. On est sur des montants colossaux aujourd'hui en termes d'acquisition, et il est évident que ça peut effrayer quand même aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'était passé au niveau de l'acquisition de Genfly, ça peut quelque part effrayer les investisseurs sur le titre de Sanofi, parce que là ça serait une participation, une prise de contrôle qui serait excessivement chère et qui aura un impact non négligeable aujourd'hui sur l'activité de Sanofi. Actelion côté à Zurich qui pèse en euros autour de 20 milliards. Raphaël, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, l'année 2016, l'année de toutes les surprises politiques, l'année de toutes les surprises en matière de réaction de marché. Alors moi je veux bien voir. Alors sur le CAC 40 en tout cas, on est à quelques dixièmes de points de nos plus hauts de l'année. Bon, je ne sais pas si ça veut dire beaucoup de choses, mais quand même, on est en train de remettre tranquillement les compteurs à zéro, malgré le non au référendum italien, malgré toujours les incertitudes autour du Brexit, les incertitudes autour de la politique de Donald Trump. Ça n'empêche pas les marchés européens de vouloir rattraper un peu de leur retard, peut-être.
Oui, effectivement, qui l'eût cru d'ailleurs. Donc on est poussé par le secteur bancaire notamment, avec un marché assez particulier. Lorsqu'on analyse un petit peu d'ailleurs les baisses, on s'aperçoit que c'est les valeurs les plus dollars, bizarrement, qui sont en souffrance aujourd'hui. Lorsqu'on regarde un peu la part du chiffre d'affaires des 4-5 valeurs qui baissent aujourd'hui, c'est les sociétés qui ont le plus de dollars en termes de CA. Alors petite explication, c'est qu'on est revenu au-dessus des 1,07 sur l'euro-dollar, donc il y a peut-être aussi une source d'inquiétude par rapport à ce mouvement-là, qui est pas forcément le plus naturel. Et on voit effectivement le marché, je l'avais signalé tout à l'heure, qui est en train de franchir quand même les 4006, et c'est quand même une barrière psychologique relativement importante, et qui pourrait libérer quand même de l'espace pour un CAC qui pourrait effectivement continuer sa progression, voire accélérer dans les prochains jours, et notamment après les BCE. Bon, voilà, on y est, 4608, 4609 points pour le CAC 40 qui dépasse donc son plus haut annuel. Il y a quelques sujets spécifiques. Un mot peut-être de la bataille autour d'Actelion, la biotech suisse là, qui suscite un grand nombre de convoitises. Frédéric, on parle beaucoup de Johnson & Johnson. Il y a des discussions qui sont engagées, ça on le sait, entre Johnson et Actelion. On a vu beaucoup d'autres noms circuler. Le dernier en date étant celui de Sanofi. La rumeur d'ailleurs sur Johnson & Johnson portait la valorisation aux alentours de 27 milliards de francs suisses, c'est-à-dire à peu près bon an mal an 23 milliards d'euros. Effectivement, si on a une société comme Sanofi qui rentre dans une bataille, ça finit généralement avec des éclats, c'est-à-dire avec des valorisations qui sont peut-être excessives. On se rappelle du dossier Genzyme, mais ça pourrait quand même effrayer sur le dossier Sanofi. C'était pas forcément la cible privilégiée, honnêtement, lorsqu'on regardait Sanofi. On pensait notamment à une société comme BioMarin aux États-Unis qui aurait été peut-être une meilleure cible. Donc là, on surveillera ça de près, mais c'est clair que sur un news flow qui est plutôt négatif, notamment sur la partie diabète pour Sanofi, une acquisition un petit peu chère, pour le coup, pourrait remettre à mal le dossier. Donc attention, vigilance. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouvera un peu plus tard. Sanofi qui signe pour l'instant la plus forte baisse du CAC 40, le CAC à Paris, je vous rappelle, qui vient de marquer un nouveau plus haut annuel. Ça se joue évidemment à quelques points, mais on a franchi ces 4607 points qui marquaient jusqu'à présent le plus haut de l'année 2016. Qu'en est-il des marchés? Eric Lewin, responsable des actions et publications Agora, Wilfried Galland, responsable de la stratégie d'investissement de Neuflize OBC. On sera à New York dans un instant avec Sabrina en duplex du Nasdaq, mais pour une fois, on va parler de ce record à Paris pour le CAC 40, record annuel, là où oui, les indices américains battent ces derniers temps des records historiques, mais nous, à Paris, on se contente pour l'instant de ce plus haut de l'année pour l'indice parisien. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, quel sens est-ce qu'il faut accorder à ce record annuel du CAC? Je le disais, on est en train de remettre les compteurs à zéro par rapport à la clôture du 31 décembre 2015. On n'en est plus très loin, 4630 points et des poussières à Paris pour l'indice parisien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a envie de terminer cette année sur ces niveaux-là? L'intérêt commun peut-être, mais au-delà de ça, on a un bouchon là qui vient de sauter à 4006. Je le signalais tout à l'heure, c'était une zone de résistance, donc on est en train de passer au-dessus. Dans le sillage de ce qui se passe en Italie, je ne sais pas si vous avez souligné un peu ce qui se passe notamment sur Montepaschi, qui était en forte baisse jusqu'à 16 heures, un point bas à 16 heures, et se redresse de manière assez importante maintenant. Donc voilà, le marché est en train de spéculer quand même sur une issue favorable concernant la recapitalisation de cette vieille banque italienne, et entraîne le secteur financier à la hausse. On voit bien d'ailleurs dans les hausses Société Générale, BNP, AXA, Crédit Agricole, c'est le quatuor de tête sur le marché, et on voit quand même un CAC à plus 1,24 alors que les marchés américains sont un petit peu lourds, alors qu'on a des gros poids d'indices qui sont un petit peu en souffrance aujourd'hui, Total, Sanofi, Airbus, qui sont en territoire négatif. Total est en train de repasser dans le vert, mais on voit bien que la performance aurait pu être autre si on n'avait pas eu ces poids qui nous traînent un petit peu. Donc le marché a envie d'y aller, envie d'y croire, et effectivement on risque de finir à mon avis la journée proche de l'équilibre annuel, voire peut-être légèrement au-dessus. 4630 points pour le CAC 40, donc en hausse d'1,2%, emmené, comme vous disiez Frédéric, par le secteur bancaire, effectivement, un peu partout en Europe, un secteur des banques de la zone euro là qui bondit de quasiment 5% cet après-midi. Les banques italiennes qui grimpent de 7% en moyenne, malgré le recul du pétrole qui perd un peu plus de 2% cet après-midi, et puis l'euro-dollar qui s'est stabilisé au-delà de 1,07, 1,0726. Sabrina, coup d'œil rapide sur ce qui se passe
à Wall Street, sur les marchés américains, il n'y a pas de statistiques particulières. Si on a eu des chiffres de productivité confirmés là pour le troisième trimestre qui sont plutôt des bons chiffres, mais c'est vrai qu'on est un peu dans une phase de transition désormais avec des marchés américains qui pour l'instant temporisent. Après avoir enchaîné les records, l'indice Dow Jones en léger repli ce matin, moins 0,1%, 19 201 points pour l'indice. Le S&P 500 est à l'équilibre, 2204 points. Quant au Nasdaq, on est également à l'équilibre, 5310 points sur les plus bas niveaux de la séance, pratiquement sur les trois indices américains, avec quelques statistiques effectivement, quelques valeurs qui se distinguent. NAC qui est plombé notamment par une note d'analyste qui a pointé du doigt une concurrence accrue dans le secteur. Le titre perd 3%. Vous avez Boeing qui recule de 0,6% après les attaques de Donald Trump via Twitter concernant le contrat Air Force One de Boeing. C'est beaucoup trop cher, estime Donald Trump, un peu plus de 4 milliards de dollars. Un moyen de négocier, estime peut-être les professionnels, les experts. Exxon, les valeurs pétrolières également en léger repli, moins 0,6%. McDonald's perd 0,1%, mais McDonald's qui va garder une participation minoritaire dans ses actifs en Chine et à Hong Kong. Le titre perd 0,1%. On a Apple qui est à contre-courant, plus 0,4% avec des commentaires positifs concernant l'Apple Watch, des ventes records sur la première semaine des achats de fin d'année. Verizon, plus 1,5%. Verizon qui se déleste de quelques actifs, quelques centres de données pour plus de 3 milliards de dollars. Le titre prend 1,5%. Et puis les ambitions d'Amazon, plus 0,9% au lendemain du lancement d'Amazon Go, nouveau concept de magasin physique pour Amazon. Eh bien, le Wall Street Journal souligne qu'on pourrait avoir un petit peu plus de 3, au minimum 3 magasins supplémentaires de ce genre. Voilà pour cette séance. On est très partagé, très hésitant. Le Dow Jones à 19 198 points pour le moment, Grégoire. Et nous à Paris, donc, on salue ce record annuel pour le CAC au-delà de 4630 points. On verra quel niveau est-ce qu'on tient en clôture ce soir dans 17h30, fin de séance sur les marchés européens avec un CAC 40. On va suivre ça, on aura la clôture finale du CAC dans quelques minutes, mais un CAC 40 qui est en train de revenir à l'équilibre pour la première fois cette année, en 2016. On est désormais positif. Alors, d'à peine quelques points, d'ailleurs on verra si ça bouge pas pour la clôture, un 4636 points, mais on revient parfaitement à l'équilibre par rapport à la clôture du 31 décembre 2015, donc on efface toute la baisse de l'année sur le CAC 40, en progression d'1,35% actuellement, 4636 points. On est en plateau pour en parler avec Eric Lewin, responsable des actions en publication Agora, Wilfried Galland, responsable de la stratégie d'investissement de Neuflize OBC. On sera à New York dans un instant avec Sabrina en duplex du Nasdaq, et Frédéric Rosier avec nous par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, finalement, c'est peut-être ça d'ailleurs le véritable objectif, revenir en positif ou au moins à l'équilibre year to date, comme on dit, par rapport à la clôture du 31 décembre 2015. Je rappelle précisément à Paris, pour le CAC, c'est 4637 points. Ça n'est pas arrivé une seule fois encore cette année. Oui, 0,6. Donc oui, ils vont s'amuser peut-être à jouer juste dessus. Comme ça, on sera à 0 depuis le début de l'année. Étonnamment, après une année qui a été complexe quand même en termes géopolitiques, et on voit quand même des secteurs qui sont en train de se différencier quand même sur le marché, de tout le secteur financier qui est en train de monter assez fort, et on le voit bien, il y a des marchés qui sont très sensibles à ce secteur, et notamment l'Italie qui progresse de plus de 3%. À l'inverse, on a le secteur de l'énergie qui souffre avec un pétrole qui se contracte, on voit notamment la trend technique aujourd'hui, les métaux, la sidérurgie également qui est un petit peu en souffrance, et Sanofi qui pèse de tout son poids sur l'indice, et notamment avec des rumeurs d'OPA sur les télévisions. On va y revenir effectivement, parce qu'il y a des dossiers spécifiques. Voilà, Sanofi qui serait prêt à entrer dans la bataille pour mettre la main sur le Suisse Actelion. Mais un mot encore, messieurs, pourquoi, est-ce que c'est important, oui, de revenir à zéro, de remettre les compteurs à zéro comme ça? Donc sur le CAC 40 en l'occurrence, là, sur cette séance, on progresse d'1,35%. Je le disais, c'est quand même dingue. C'est très rare sur l'ensemble des 11 premiers mois de l'année. Jamais le CAC 40 n'a été à zéro par rapport au 1er janvier. C'est-à-dire qu'on a commencé l'année
avec une chute de 2% du marché, on n'a jamais réussi à récupérer ces niveaux-là par la suite, Wilfried. Je pense que ce qui serait important, c'est qu'effectivement on clôture l'année en positif. Ouais. Ça, je pense que ça donnera un signal pour le moral, pour tout. Non, mais enfin, c'est important quand même sur les marchés. Ça donnerait un signal qui serait cohérent avec ce qu'on voit, c'est-à-dire un environnement qui est plus positif. Et c'est vrai que c'est toujours difficile, même si on sait que les marchés sont un peu déconnectés de la réalité et qu'il ne faut pas se voiler la face là-dessus, mais c'est toujours difficile d'être dans des évaluations économiques plutôt positives et de se rendre compte que finalement les opérateurs de marché ne suivent absolument pas. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quand même très positif. La deuxième chose qui est encourageante, c'est qu'on a réussi à passer des événements politiques qui sont des événements relativement majeurs, sans avoir de catastrophe, parce que justement les fondamentaux étaient bons. Et donc ça doit nous permettre de nous recentrer justement encore davantage peut-être sur les fondamentaux économiques, à la fois au niveau de la macroéconomie, au niveau de la microéconomie des entreprises, parce que finalement c'est ça qui fait le sel et la vie des marchés. C'est est-ce que les entreprises sont capables d'aller chercher de la croissance, de la prospérité, aller sur de nouveaux marchés, aller créer quelque chose. Si on crée quelque chose, c'est positif. Là, effectivement, ce serait quand même bien pour tout le monde qu'au moins cette année, on termine en hausse, même si elle est symbolique qu'on termine en hausse. C'est vrai que la deuxième partie d'année, avec les surprises politiques qu'on a eues, Brexit, Trump et Italie, ont parfaitement correspondu justement avec l'amélioration de ces indicateurs économiques. Alors qu'en début d'année, il y avait des questions quand même sur les indicateurs économiques. On n'avait pas encore toutes ces surprises politiques. Absolument. Mais vraiment, là, pour le coup, là, la macroéconomie suscitait beaucoup d'interrogations en début d'année. Et puis, voilà, les choses se sont inversées. On s'est posé beaucoup de questions sur la politique, alors que la macro, elle progressait sans arrêt. Les deux interrogations qu'on avait en début d'année, c'était est-ce qu'on allait vers une récession américaine entraînée par l'industrie, et est-ce qu'on allait vers une déflation européenne parce qu'on n'allait pas arriver à redémarrer l'économie. Et on s'est rendu compte que sur ces deux plans-là nous ont rassurés, avec la Chine qui s'est stabilisée. On parlait aussi d'un possible effondrement de l'économie chinoise, et on s'est rendu compte que finalement, les choses se passaient à la chinoise, c'est-à-dire tout en douceur. 4636 points pour le CAC en attendant la clôture définitive dans quelques secondes. Sabrina, un coup d'œil sur ce qui se passe aux États-Unis. Séance un peu plus terne aujourd'hui à Wall Street, qui sort de records en série, on le rappelle pour le coup. Oui, avec un marché donc qui aujourd'hui ne bouge pas. Plateau, donc Wilfried Galland, responsable de la stratégie d'investissement de Neuflis OBC, Eric Lewin, responsable des actions en publication Agora, et Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Donc on le rappelle, clôture record pour le CAC ce soir, plus 1,3%, 4631 points. Le secteur bancaire qui s'est particulièrement distingué encore aujourd'hui, Frédéric, ça veut dire qu'il y a un espoir particulier sur le secteur bancaire italien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pistes qui deviennent de plus en plus crédibles par rapport à d'autres? Parce que sauf à avoir raté quelque chose, j'ai pas vu d'annonce officielle, ou en tout cas de règlement concret du cas Monte dei Paschi par exemple. Honnêtement, strictement rien. On se parle, c'est déjà ça. Donc on parle, on évoque des solutions, des rapprochements avec la BCE également pour trouver des solutions. On parle de nationalisation qui posera un problème réglementaire d'ailleurs, partiel de l'État italien. Donc pour l'instant, on n'a strictement pas avancé sur ce sujet. On est soulagé quand même avec Unicredit qui, grâce à la cession de pionnière, récupérait quand même une marge de manœuvre relativement importante. Donc oui, et le marché anticipe, on le sait. Alors pour minorer un petit peu le mouvement de marché, les analystes diront on a simplement comblé le gap qu'on avait laissé en début d'année. Vous l'avez souligné, puisqu'on n'avait jamais été en territoire positif depuis le début de l'année, et on a fait que combler ce gap-là. Donc il va voir aussi demain comment ça se passe, si oui ou non on veut se mettre dans une thématique plutôt positive. Mais pour l'instant, effectivement, ça a été un marché extrêmement technique. On s'est collé pile poil sur le seuil important, avec le secteur financier bien orienté, l'ensemble du secteur financier européen. Et là, clairement, c'est plutôt la thématique italienne qui a aidé le secteur. Bon, effectivement, des banques donc en Europe qui progressent de 5-6% ce soir. Un mot, Frédéric, parce qu'on l'a pas évoqué en détail, mais il y a le dossier Sanofi, là, un dossier qui est loin d'être anecdotique. Je fais rapidement l'histoire brève d'Actelion, donc la biotech suisse, une des grosses biotech européennes qui semble avoir des études très prometteuses pour 2017 qui suscitent un certain nombre de convoitises. On parle de plusieurs laboratoires, mais les discussions officielles avec Johnson
Johnson & Johnson, par exemple, ont été révélés. Et là, c'est Sanofi qui viendrait se mettre sur les rangs. Au-delà de l'intérêt spécifique lié à Actelion, est-ce qu'il y a un sujet particulier pour Sanofi qui a déjà raté une autre biotech cette année? C'était l'américaine Medivation qui lui a été soufflée par Pfizer. Oui, on l'a vu d'ailleurs avec des primes relativement importantes, puisqu'on était notamment par Pfizer avec des primes de plus de 50%. Donc c'est effectivement quasiment une question de survie pour Sanofi, en attendant que Genzyme prenne toute sa puissance. Mais on l'a vu, on a de la décroissance aujourd'hui dans le diabète. On voit les difficultés notamment du Dentus et la vague des remboursements qu'on peut avoir notamment aux États-Unis. Donc il est important aujourd'hui pour Sanofi d'être actif dans ce marché-là. On a vu que Roche, Pfizer, donc on l'a cité, qui était plutôt dans une phase d'acquisition. Les proies sont de plus en plus rares, celles qui ont des recherches prometteurs. Et on le sait, Actelion est quand même très très impliqué notamment sur la maladie Gaucher, la maladie Niemann, tout ce qui est attrait notamment aux maladies pulmonaires. Donc il y a un très très bon backlog aujourd'hui sur ce dossier-là. Maintenant, attention, Johnson & Johnson, c'est pas des petits, ça veut dire derrière se battre contre un géant. Est-ce que oui ou non Sanofi a les moyens de ne pas surpayer éventuellement l'acquisition d'Actelion? Ça je crois pas. Il y avait honnêtement des proies un peu plus légitimes aujourd'hui sur le marché, notamment le marché américain. Je pense notamment à BioMarin sur le marché américain. Bon, Sanofi un peu sous pression, à peine effectivement, puisqu'on est au tout début. Déjà pour l'instant, ce sont des informations d'agences de presse. Il n'y a pas eu de confirmation, je crois, du côté de Sanofi ni d'Actelion. Eric, sur le sujet, alors il y a deux sujets. Actelion, la consolidation dans le secteur des pharma avec une nouvelle pépite européenne, une biotech européenne qui attire les convoitises de beaucoup de grands groupes. Et puis le sujet spécifique peut-être de Sanofi au milieu de tout ça. Alors déjà Sanofi en bourse ne fait plus rêver les investisseurs. L'action perd 5% depuis le début de l'année. Elle était même passée la 3e capitalisation boursière derrière L'Oréal. Finalement, elle est redevenue la seconde. Enfin, ça a été dur pour tout le secteur de la santé, je crois quand même. Mais pour Sanofi, c'est encore plus dur. Et Sanofi a des ratios de valorisation qui sont 25 à 30% moins chers que la moyenne du secteur. On doit se payer 12 à 13 fois. La grande problématique de Sanofi, c'est que tout ce qui est le diabète, il n'y aura pas de croissance avant 2020. Tout ce qui est Genzyme, l'autre division sur les maladies rares, ne compense pas le diabète. Il faut donc un fort relais de croissance. Ils ont un médicament, le Praluent, qui est un anticholestérol, qui ne démarre pas encore très fort. Le vaccin contre la dengue, même chose. Donc il y a un problème de relais de croissance. Ils avaient loupé Medivation, maintenant c'est ce problème d'Actelion. Alors Johnson & Johnson est prêt à payer 25 milliards d'euros. Il faudrait que Sanofi fasse une offre supérieure. On a déjà sur Actelion une valeur qui a gagné 55% depuis le début de l'année. Donc si vous mettez, disons, 27 à 28 milliards d'euros, c'est pas un problème pour les financer, parce que, sans rentrer trop dans les chiffres, Sanofi c'est 56 milliards de fonds propres. Il doit y avoir 6 à 7 milliards de dettes. Donc c'est pas énorme, sauf que ça détériore quand même un petit peu le bilan. Sauf qu'après il faut voir les synergies qu'il y aura après ça. Sanofi a dit cette année qu'il se ferait entre plus 3 et plus 5% sur le bénéfice par action. Il faudrait pas non plus dégrader complètement le bilan, dégrader complètement la rentabilité pour mettre la main sur une pépite, certes, qui est très présente sur les pulmonaires, mais est-ce qu'on est prêt à payer 27 milliards d'euros pour ce genre de société? Est-ce que surtout on peut contrecarrer Johnson & Johnson? C'est la question de l'urgence pour Sanofi, Eric. On va voir justement dans cette négociation, on va voir quel est leur degré d'urgence sur Medivation. C'est aller très loin quand même sur Medivation. Est-ce qu'il y a un caractère d'urgence dans la nécessité d'acquérir ce relais de croissance? Alors une biotech, pour dire les choses simplement, parce que oui, on n'a pas suffisamment de perspectives de croissance avant un horizon 2020 et que c'est trop lointain aujourd'hui. Il y a une urgence stratégique, ça c'est évident. Maintenant, il ne faut pas que l'urgence stratégique supplante la logique financière et détériore le bilan. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent en disant on a surpayé et que dans 6 mois on s'aperçoive que la rentabilité se dégrade et que le cours perd 25%. Donc il y a un équilibre à trouver. Moi, j'ai pas de conseil à donner parce que je suis pas encore plus rentré et on n'a pas de contre-offre. Finalement, là, on échafaude des hypothèses sans avoir de contre-offre. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas non plus surpayer. Mais si Johnson & Johnson est prêt à payer 25 milliards d'euros, je pense que le groupe américain sait ce qu'il fait et à mon avis, il peut y avoir une surenchère de la part de Sanofi. Ils ont les moyens, Sanofi. Je pense qu'ils pourraient faire même une offre en papier et une offre en cash. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez un gearing de 9%, ils sont pas dans l'urgence parce qu'ils sont quand même dans une situation financière extrêmement saine et à mon avis, c'est une boîte qui peut mobiliser entre 35 et 40 milliards d'euros s'ils voulaient pour faire des acquisitions. Donc il n'y a pas d'urgence. Mais d'un point de vue stratégique, il faut très vite
compenser le diabète qui a du mal à remonter, les maladies rares qui ont du mal à compenser le diabète. C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a pas d'urgence, il y en a quand même une. Oui, mais d'accord. C'est la même chose, faut pas faire non plus. C'est un rapport, hein, risque Vous avez la stratégie, vous avez la finance. Frédéric Rosier, coût opportunité, c'est comme ça que ça se pose évidemment pour Sanofi. Jusqu'où je suis prêt à aller payer peut-être un peu cher une acquisition pour compenser mon manque de croissance aujourd'hui. Enfin, ce sera intéressant de voir quelle stratégie, si tout ça se confirme, quelle stratégie est-ce qu'ils adoptent autour du dossier Actelion. Alors déjà, on n'a pas de confirmation de la part de Sanofi, mais il est clair qu'ils sont en train de réfléchir à des solutions. C'est inévitable, on voit bien, c'est une problématique qu'on a aussi chez Novo Nordisk, son concurrent notamment dans le secteur diabète. Quand vous êtes positionné sur des secteurs, sur des pathologies aujourd'hui qui sont en décroissance, il est important aujourd'hui d'offrir des perspectives de croissance. Or, c'est pas le cas aujourd'hui chez Sanofi. Donc Actelion, oui, ils ont les moyens, certes, de le faire. À quel coût? Honnêtement, c'est déjà bien payé. La proposition de Johnson & Johnson valorise quand même Actelion à des niveaux relativement élevés, même si c'est une société qui offre quand même des perspectives de croissance. On a à peu près 10% de croissance de chiffre d'affaires, donc c'est justifié de payer cher, mais de là à payer une surprime de 10 ou 15% par rapport à ce qui a été proposé par Johnson & Johnson, je crois pas. Je pense que on risque de rentrer dans un cycle qui est pour le coup absolument pas vertueux. Bon, Actelion en tout cas qui profite évidemment de toutes ces spéculations et de l'intérêt qu'il suscite auprès d'autres grandes pharma pour le coup américaines ou européennes. Actelion côté à Zurich gagne un peu plus de 1% et puis Sanofi on le disait qui recule de 0,7% ce soir dans des marchés en Europe qui terminent en hausse très nettement. On voit d'ailleurs une très nette surperformance de la bourse de Milan plus 4%. Les banques ont été en vedette aujourd'hui. Alors les banques italiennes très volatiles, secteur très spéculatif évidemment, mais l'ensemble des banques de la zone euro qui ont tenu et qui ont emmené les marchés ce soir avec un CAC 40 qui termine au plus haut de l'année, nouveau record en séance, nouveau record en clôture qui met quasiment les compteurs à zéro, on va dire ça comme ça, depuis le début de l'année par rapport à la clôture du 31 décembre 2015, le CAC 4631 points ce soir. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour quelques minutes encore avec nos invités du club.